Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette salle. Au nom de Chercheurs Toujours et en tant que président, je voudrais profiter de ce début d'année pour vous souhaiter présenter mes vœux, les meilleurs, pour 2024. Espérons des vœux de paix, surtout dans le monde, c'est une chose importante, et vœux de santé pour tous. Alors, aujourd'hui, on vous accueille au nom de Chercheurs Toujours, mais en partenariat avec l'association AFAS. D'ailleurs, vous verrez que le premier conférencier en est son président, donc bienvenue au président de l'AFAS, et également avec l'association Adélie. Malheureusement, sa présidente n'a pas pu être là aujourd'hui, mais je ne manque pas de la citer. Donc, nous allons avoir deux conférences. Alors, vous êtes peut-être intrigués parce que nous n'avons pour le moment qu'un conférencier. Mais le second est à portée de main, donc on ne va pas le lâcher. Il est dans une salle à côté, il avait des urgences, mais il nous rejoindra vers 3 heures. Et ils sont mis d'accord avec Jean-Gabriel Ganassia pour harmoniser leur présentation. En fait, on va avoir un sujet passionnant aujourd'hui sur les risques et limites du métaverse à l'heure de l'intelligence artificielle générative. Alors j'en profite de ce que j'ai le micro pour vous annoncer que la prochaine conférence, vous êtes venus nombreux, donc je pense que vous serez également nombreux, sera le mercredi 7 février. Là, il s'agira de géopolitique, puisqu'on parlera de l'Afrique et des migrations. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez éclectique dans le choix de conférence. Alors, un dernier mot, avant de passer la parole au conférencier, je profite de ce que j'ai la parole pour remercier d'abord tous les membres du conseil d'administration de Chercheurs Toujours, qui nous permettent d'élaborer cette année encore un programme qui, je l'espère, va vous contenter. Mais je voudrais également remercier spécifiquement les 3 piliers de notre association. Par ordre alphabétique, pour pas qu'il y ait de jaloux, je citerai Marie-Françoise Merck, qui assure un gros travail à la fois d'enregistrement de vos inscriptions et qui assure le secrétariat depuis la disparition de notre regretté secrétaire Vladimir Kagan. La seconde personne, c'est Rodi Caravier, qui s'occupe de l'organisation, du choix des conférences et des ateliers. Voilà. Et la troisième personne, c'est Yaro, ici présent, qui s'occupe de la mise en page, de l'harmonisation des textes pour la lettre de Chercheurs Toujours. Voilà. Donc je voulais les remercier en votre nom parce qu'ils font un gros boulot et qu'on peut exister grâce à eux. Le président, lui, préside. C'est son gros travail. Bon, donc, Jean-Gabriel Ganassia, je n'ai pas besoin de vous le présenter, puisqu'il l'a mis sur son premier diapo, est professeur à Sorbonne Université, ex-président du comité d'éthique du CNRS, président du comité d'éthique de France Travail, président encore du comité d'orientation du cycle des hautes études de la culture. C'est un spécialiste, vous l'aurez entendu, du métaverse, ou des métaverses, je ne sais pas si on doit dire du ou des. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il est président de la FAS. Voilà. Donc, alors le second conférencier, je le présenterai quand il sera là, ça sera plus simple. Voilà. Donc, Jean-Gabriel, vous avez la parole. Merci de votre invitation à faire une conférence. Ah, j'ai pas besoin de prendre... Ah si, je le mets là, d'accord. Et voilà. Donc, non, vous parlez. Ah oui, c'est ça, et j'ai pas besoin de micro. C'est bien ce qui me semblait. Vous m'entendez tous ? Donc, je suis très honoré de cette invitation devant des chercheurs du CNRS, toujours chercheurs justement, mais qui ont été au CNRS. Je ne suis pas moi-même membre du CNRS, mais je dois beaucoup au CNRS, puisque j'ai fait ma thèse avec une bourse doctorat ingénieur du CNRS, et puis ensuite j'ai été chargé de mission à la direction du CNRS. À l'époque, c'était le département sciences pour l'ingénieur, je m'occupais de l'informatique, et ensuite j'ai lancé un groupement d'intérêt scientifique sur les sciences cognitives, et qui faisait coordonnait les politiques de sciences cognitives du ministère de la Recherche, de l'INRIA, du CEA, du CNRS et de l'INRETS, et j'étais localisé à Meudon, au CNRS. Voilà.
Puis ensuite, j'ai présidé le comité d'éthique du CNRS et j'ai toujours été dans les laboratoires associés ou mixtes avec le CNRS. Donc je ne vais pas insister bien sûr sur mes titres, mais en revanche je vais insister sur le titre, parce que je l'ai un tout petit peu changé, parce qu'on a échangé avec Raphaël Cavagnac et il nous a semblé qu'il fallait qu'on se centre vraiment sur le métavers dans cet exposé, donc à deux voix, où on va envisager les différents aspects. L'intelligence artificielle générative est un énorme sujet, donc on n'aurait pas eu le temps de le traiter vraiment, et c'est pour ça que ce qui nous intéresse, c'est de voir quel est le métavers aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle générative. Donc moi, je vais d'abord rappeler un tout petit peu l'histoire du terme, ce dont il s'agit. Alors, est-ce qu'on doit parler d'un ou de plusieurs métavers? Justement, ça fera partie des questions que nous envisagerons toutes à la fin de cet exposé. Et puis, j'aborderai ensuite les concepts qui sont importants pour bien comprendre technologiquement à quoi ça correspond, au-delà de l'origine mythique. Et puis, ensuite, on verra les aspects éthiques. Et puis, Raphaël vous parlera plus des aspects technologiques et des réalisations qui sont faites, et en particulier des liens avec le jeu vidéo important. Donc voilà le plan que j'ai adopté. Ah voilà, c'est ça. Donc, alors, aux origines que j'appelle fabuleuses du métavers, vous verrez pourquoi, parce que effectivement, ce sont des histoires incroyables qu'on nous a racontées, qui ont conduit à ce terme de métavers, et j'essaierai de rappeler à quoi ça correspond, et en particulier des malentendus orthographiques qui couvrent certainement d'autres malentendus, et puis les concepts technologiques qui sont derrière. J'évoquerai un tout petit peu l'IA et l'IA générative, parce qu'il me semble quand même que c'est important de bien comprendre le lien qu'il y a, c'est la réalité contemporaine des technologies, et puis on verra les perspectives à la fois économiques, légales, éthiques et politiques, et je terminerai justement par me demander si le métavers, ou métaverse d'ailleurs, j'ai fait une petite coquille, on va voir pourquoi, est une utopie ou une dystopie. Donc première chose, aux origines fabuleuses du métavers. Et je voulais commencer par rappeler le sens du terme métavers. Alors vous voyez ici, quand j'ai passé, il y avait en ombre la figure de Zuckerberg. Alors, bien sûr, la raison pour laquelle nous parlons aujourd'hui du métavers, c'est parce qu'en 2021, Mark Zuckerberg a décidé de changer le nom de sa société qu'il a appelée Meta en référence au métavers, mais en plus de ça, il a expliqué qu'il allait mettre en place un grand métavers universel dont il allait être le chef. Alors, à l'époque, dans le grand public, bien sûr, très peu savaient de quoi il référait, et pourtant, c'est une notion ancienne. Alors d'abord, une question simplement étymologique. D'où vient le terme métavers ? Il vient du préfixe méta et de univers. Et en anglais, vous voyez, c'est meta-universe, ce qui veut dire qu'on contracte et ça devient metaverse. Mais en français, on ne dit pas universe, on dit univers. Et donc, d'une part, on doit mettre un accent sur le « et », ça posera de problème à personne, mais surtout, il n'y a aucune raison de rajouter un « e » à la fin. Ça vous va ? Donc, on doit dire métavers, normalement. À moins qu'on préfère de parler tous anglais, c'est possible, mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment souhaitable. En tout cas, ça aide à comprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Méta, préposition grecque qui signifie succession, changement, transformation. La métaphysique, c'est ce qui va au-delà de la physique, la métaconnaissance qui est au-delà de la connaissance. Et l'univers, tout le monde sait, c'est le monde entier, l'ensemble de ce qui existe. Alors, ça peut bien sûr, selon les acceptions, ça peut être le globe terrestre, ça peut être tout, le grand tout, ou ça peut être la population, l'ensemble des hommes. Et donc, le métavers, c'est ce qui vient après. Alors, après le tout, c'est ce qui fait d'ailleurs un peu trembler, après le globe terrestre, donc il y aura peut-être quelque chose d'autre, ou alors une transformation de la population. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser le numérique pour construire cet après. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un tout petit peu mystérieux. Et quand, alors, quelle est l'idée ? Alors, j'aime beaucoup ce tableau de Magritte, peut-être vous le connaissez, la condition humaine. C'est un monde qui est peint au-dessus d'un monde. Et en même temps, on ne voit pas la différence, puisque vous voyez que le tableau est la représentation de ce qui est derrière, et c'est peint de la même façon. Eh bien, on peut dire que l'ambition du métavers est celle-là.
c'est-à-dire recréer un monde qui soit le double de notre monde, mais qui soit fait avec le numérique. Ça va? Alors, d'où ça vient? Alors, à l'origine, il y a des idées, j'appelle métaphysique, vous allez comprendre, il y a la science-fiction. On peut dire qu'il y a deux temps à l'origine du métavers. Le premier, c'est une angoisse métaphysique de se dire, mais peut-être, et ça vient d'avant la science-fiction d'ailleurs, hein, c'est une idée très ancienne, nous sommes créés par des hommes qui sont eux-mêmes créés, et nous créons, enfin, vous voyez, cette idée de cette mise en abîme. Hein. Alors, ça a été particulièrement développé dans la science-fiction, avec un premier roman de Philippe K. Dick, Simulacre, qui se dit qu'on va pouvoir recréer le monde avec des ordinateurs. À l'époque, on ne parle pas de numérique, hein, même si... Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être Raphaël qui m'appelle? Non, c'est pas Raphaël, donc ça va. Et puis, ensuite, il y a eu un deuxième ouvrage de Daniel Galouille, Simulacron 3, en 1964. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. C'est très intéressant, un très beau roman. Autant Philippe K. Dick, il a fait des choses formidables, mais là, il n'y a pas grand-chose. Autant le roman de Daniel Galouille est très intéressant. Et qu'est-ce qu'il nous montre? C'est une société qui, pour les besoins des sciences sociales, recrée le monde pour faire des tests sur la population. C'est un monde artificiel. Et progressivement, les personnes qui sont dans ce monde se rendent compte qu'elles-mêmes sont simulées dans un autre monde qui est au-dessus. C'est une angoisse qu'on peut avoir. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, donc c'est pour ça que je dis c'est un thème métaphysique, hein, et c'est vraiment passionnant, c'est un très beau roman. Et surtout, il y a eu un film, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, de Werner Fassbinder en 1973, Le monde sur le fil. Je ne sais pas si vous l'avez... Non? Très 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 beau roman de science-fiction, très étrange. Alors, il se trouve, justement, m'intéressant au métavers, je l'ai commandé, il existe encore, hein, et il y a un rythme extrêmement lent. Et on se rend compte, bien sûr, que la raison pour laquelle c'est très lent, c'est parce que ce sont des personnes eux-mêmes représentées dans un autre monde, etc. Et donc, l'idée, c'est que nous simulons un monde, et nous sommes dans un monde simulé à l'intérieur d'un monde. Voilà. Et bien sûr, il y a des passages, hein, entre les deux mondes, entre notre monde et le monde que l'on simule. Puis ensuite, bien sûr, des passages entre le monde des dieux, enfin, qui nous simulent, et puis notre monde. Ce sont quelques images du film, en particulier celle-là, et celle que j'ai prise, hein, dans le synoptique, hein, vient aussi de ce film. Donc ça, c'est premier volet de la science-fiction. Deuxième volet, c'est la cyberpunk. Vous connaissez un peu vous voyez ce que c'est le mouvement cyberpunk? Alors, c'est un mouvement de science-fiction qui naît dans les années 80-90. Hein, le roman important, c'est Neuromancien. Hein, et là, c'est un autre roman de science-fiction extrêmement connu qui s'appelle Snow Crash. En français, le titre, c'est Le samouraï virtuel. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, 92, vous voyez que c'est beaucoup plus tardif. Et c'est l'idée que on est dans une espèce d'univers de jeux vidéo. En 92, oui, les jeux vidéo existaient déjà, hein, et l'idée, c'est qu'on a un héros du monde simulé, virtuel, qui bien sûr vit dans notre monde, c'est un livreur de pizza, qui vit dans une chambre de 8 mètres carrés, qui n'a vraiment pas d'argent, mais c'est le roi du monde virtuel. Hein, c'est samouraï, hein, c'est le samouraï virtuel, et c'est exactement ça. Disons, la plupart des références au métavers, elles font appel à ce roman, et c'est dans ce roman que le terme métavers est inventé. Avant, je vous ai parlé des mondes simulés, mais il n'y a pas de métavers. Alors ensuite, on continue dans la science-fiction, et il y a énormément de films qui vont reprendre des thématiques qui sont associées à ce métavers, et dans le même contexte, c'est-à-dire qu'il y a c'est une espèce de dystopie, vous voyez, de monde effroyable, et on va s'extraire du monde pour vivre dans ce monde second qui est tout à fait merveilleux. Donc ici, vous avez Ready Player One, 2018, The Feed, c'est une série, Upload, c'est 2020, et puis voilà, tout un tas de films qui sont avec la même idée, et les mêmes technologies. Hein, là, on a des casques, hein, un peu comme vous aviez des casques, hein, avec cette espèce de hublot, mais là, ça rejoint les technologies qui se vendent. Alors, associé à ça, il y a des projets technologiques de monde virtuel, et ces projets technologiques sont eux-mêmes relativement anciens. Alors, la première idée,
elle a été introduite en 81. Vous voyez, c'est presque la même époque que Snow Crash, par un technologiste, David Gelernter, qui est en même temps un chercheur, qui a écrit un livre qui s'appelle The Mirror World. Et l'idée, c'est de représenter le monde dans une boîte, l'expression anglaise, dans une boîte à chaussures. Et donc, il développe ce type d'idées. On va prendre des images, on va prendre des sons, etc. Ça fait rêver énormément de chercheurs, et ça conduit en 2003, peut-être vous vous souvenez, pour certains d'entre vous, à Second Life. Ça fait 21 ans de ça. Et qui est-ce qui a testé Second Life parmi vous? Voilà, 2 ou 3, parce que oui, c'est quand même 2003, c'est-à-dire que ça fait 21 ans, pour que vous voyez que ce n'est pas quelque chose de neuf. Et à l'époque, bien sûr, on nous expliquait qu'on allait vivre une grande partie de notre existence à l'intérieur de ce monde second, peut-être vous en souvenez, parce que vous l'avez testé, et qu'on allait faire des affaires extraordinaires, qu'on allait gagner de l'argent, qu'il y a des fortunes qui allaient se construire, qu'il y avait des terrains, qu'il allait acheter des bureaux, qu'on allait échanger, etc. Bon, ça s'est un peu arrêté parce que moi j'y suis allé en 2003, je ne sais pas quelle expérience vous aviez, mais on s'y ennuyait quand même assez prodigieusement. Enfin, à moins que vous vous soyez amusé, il n'y avait rien à faire en réalité. Et puis on avait du mal à se repérer. Je ne rentre pas dans le détail. Et alors ça a été repris, l'idée, par un certain nombre de technologues. Et il y a eu en particulier en 2019, j'insiste sur les dates pour que vous compreniez bien, donc presque 20 ans plus tard, dans le magazine Wired. Alors peut-être vous savez, aux États-Unis, c'est une revue qui fait des commentaires sur la technologie avec un certain nombre de personnalités un peu charismatiques du domaine. Et là, il y a un article de Kevin Kelly qui, justement, nous dit, voilà, on va recréer une plateforme technologique qui va être Mirror World, call it Mirror World. Donc c'est la même idée. Avec quoi? C'est-à-dire que la technologie permettait de faire un double du monde, d'enregistrer toutes les images, et la même chose que le tableau de Magritte, et puis ensuite de se promener à l'intérieur de ce monde, et puis d'avoir des choses extraordinaires. Alors je vous avais donné un requin parce qu'il dit, voilà, on pourrait avoir des requins volants à l'intérieur chez vous, vous pourriez superposer au monde tout un tas de réalités incroyables. Et l'idée, c'était aussi d'être, comme on a un double du monde, vous avez une maison, et vous pourriez, avec vos lunettes, voir ce qui est à l'intérieur de la maison, rentrer à l'intérieur. De même, vous avez une chemise, il y a une montre, normalement, vous devriez pouvoir voir la montre qui est sous la chemise. Voilà un peu cette imagination foisonnante des technologues. Alors, bien sûr, tout ça, ça relève uniquement de la fantasmagorie d'un certain nombre de chercheurs. Quelles sont les réalités technologiques qui sont derrière ? C'est maintenant ce dont je vais vous parler. Alors, je vais vous parler des concepts, et puis Raphaël vous parlera des réalisations qui sont là. Ça va ? Alors, sur les concepts, le premier concept, c'est la réalité virtuelle. Alors, je pense que vous en avez entendu parler. Le terme lui-même n'est pas tout neuf, parce que j'essaye souvent, moi j'ai toujours un problème, parce qu'avec ces domaines, moi je suis spécialiste d'intelligence artificielle, chaque fois on a l'impression que ça vient de sortir, que ça n'a jamais existé. Et par exemple, depuis l'an dernier, on dit « Ah oui, c'est très nouveau ». Et quand j'essaye de dire, vous savez, moi j'ai des cheveux blancs, et j'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle il y a 44 ans, et je dis ça, et les gens ils me regardent, et ils disent « Mais ça existait !» Et à l'époque, ça existait déjà depuis longtemps. Et les réalités virtuelles, c'est la même chose, ça existe depuis longtemps. Et la personne qui est à l'origine des réalités virtuelles, c'est quelqu'un qui s'appelle Jaron Lanier, en 1985, qui s'est dit, avec l'informatique, on va pouvoir recréer le monde. On va avoir un espace immersif, tridimensionnel, calculé en temps réel, qui va nous permettre de naviguer à l'intérieur de cet univers second. C'est-à-dire la même chose que Magritte, sauf que ce n'est pas simplement un tableau, c'est un univers beaucoup plus, pas simplement bidimensionnel, et puis on va pouvoir se balader à l'intérieur. Et pour ça, alors, juste, oui, j'insiste, vous aviez entendu parler de Jaron Lanier ? Peut-être pas. Alors, vous avez vu, le personnage, il est assez cocasse. C'est un technologue et il a écrit pas mal de livres. Et il y a entre autres un livre qui est très intéressant, Who Owns the Future ? Qui possède le futur ? Qu'il a dû écrire dans les années 2000 à peu près. Et il explique que
la gratuité, c'est un peu comme le chant des sirènes. Vous vous souvenez, dans la mythologie, ces êtres un peu bizarres, ces êtres mi-femmes, mi-poissons, qui ont un chant si suave que personne ne résiste, et bien sûr, elles vous attirent sur les rochers, et là, vous vous cracassez, et elles vous dévorent, et elles prennent tout. Il dit, le gratuit, c'est exactement la même chose. C'est un chant si suave que personne n'y résiste. C'est-à-dire que si vous avez un service gratuit sur Internet, il suffit de cliquer. Comment ne pas cliquer? Et bien sûr, ce qui veut dire, c'est qu'on vous, à terme, on vous dévore. Donc, je crois que c'est intéressant de signaler ça. Mais alors, avant ça, donc en 85, il a insisté sur 3 notions, qui étaient la notion de reproduction, avec le numérique d'un monde semblable à certains égards au nôtre. Deuxième chose, l'immersion, c'est-à-dire par stimulation de tous nos sens, on va avoir la sensation d'être plongé à l'intérieur de ce monde. Vous voyez, à la différence du tableau de Magritte, l'idée là, c'est que il y a un lit, on puisse se mettre dans le lit. En tout cas, on peut avoir la sensation qu'on aurait si on se met dans le lit. Et puis, troisième chose, la navigation. C'est-à-dire que non seulement on peut se plonger dans ce monde, mais on peut se mouvoir à l'intérieur de cet univers. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut reproduire toutes les impressions sensibles, d'abord, pour être capable de reproduire ce monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut reproduire comme impression sensible? Vous savez qu'on a 5 sens, mais on va rentrer en détail. La vision, synthèse d'images en temps réel. Là, c'est le premier point extrêmement important lié au numérique. Et ça, on va voir tout à l'heure, mais on a fait des progrès considérables. L'intelligence artificielle générative est vraiment mise à profit pour cela. Deuxième chose, l'audition, synthèse sonore, en particulier synthèse de parole, c'est-à-dire qu'on est capable de faire parler les morts, on fait parler un président des États-Unis, on est capable de faire parler, c'est dommage, je ne l'ai pas passé, mais notre président Emmanuel Macron, pour lui faire dire des choses qu'il n'a jamais dites, et qu'il ne dira peut-être jamais. Donc ça, c'est aussi la possibilité qui est ouverte avec les techniques d'intelligence artificielle. Sensation kinesthésique, on peut avoir des vibreurs, des gants haptiques, des fauteuils sur vérin, etc. Et puis ensuite, le toucher. Alors le toucher, est-ce qu'on est capable de le reproduire? Ça, c'est une question, c'est plus délicat. C'est plutôt la kinesthésie. Vraiment, la sensation du toucher, la chaleur, tout ça, on ne reproduit pas très bien. Et puis alors, il se trouve que moi, j'ai entendu parler de ça. J'étais en 87 à Las Navas del Marquès, à une école d'été en Espagne, et un Américain probable est venu nous parler de ça. Nous, on regardait, un peu étonnés. Et moi, j'ai une question bête, je lui dis, est-ce que vous reproduisez l'odorat? Et là, il s'est moqué de moi, il m'a dit, ah, je vois, vous êtes un Français, vous voulez vendre vos parfums. Et il m'a dit non, plus sérieusement, on a des difficultés d'évacuation des odeurs, et effectivement, et en plus c'est très différent d'un individu à l'autre, donc c'est une des grandes limites, bien sûr, du métavers. Et puis, deuxième limite, le goût, c'est un peu comme l'olfaction. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de choses qu'on ne reproduit pas. Moi, je me souviens que au début du métavers, il y avait une journaliste de la recherche, elle me dit, ouais, c'est super, comme ça, on va pouvoir passer ses vacances dans un caisson, on aura prendre la main. Non, pas tout à fait. Alors, ensuite, donc, deuxième chose, immersion. Donc non seulement on peut reproduire les impressions sensibles, mais en plus de ça, on peut faire le calcul en temps réel de ces impressions sensibles et coordonner les simulations. Par exemple, vous êtes là, on regarde et puis vous tournez la tête et tout d'un coup vous voyez vous avez un autre champ de vision. Alors ça, aujourd'hui, on est capable de le faire. On le fait avec un casque, comme vous le voyez ici, mais pas seulement avec un casque, donc là c'est pour les impressions visuelles, mais on peut le faire aussi avec des impressions kinesthésiques, et par exemple mettre des personnes qui ont l'impression de conduire, avec la sensation qu'on a, si on conduit très rapidement une voiture ou un avion. Et tout ça est utilisé en pratique depuis un certain nombre d'années pour faire des simulations de vol. Donc il y a beaucoup d'applications de ce type de technologie. Donc ça, c'est deuxième volet. Donc vous voyez, le premier, c'était la reproduction. Le deuxième, l'immersion. Et le troisième, c'est la navigation, des capteurs de déplacement, donc qui sont bien sûr un peu corrélés à ce que j'ai dit. C'est que si vous bougez un tout petit peu, il faut que l'univers change en même temps que vous bougez, ce qui serait
vous imaginez comment on fait. Alors ça pose des petits problèmes, bien sûr, parce que quand vous faites ça chez vous, hein, vous marchez, vous êtes dans un superbe univers, et en général, votre appartement est plus petit que l'univers dans lequel vous êtes, et donc il y a plein d'écrans de télévision qui ont été cassés, vraiment, de drames domestiques qui sont liés au métavers. Voilà. Et donc, la dernière chose... dernier concept, donc je rappelle, réalité virtuelle, hein, donc avec reproduction, immersion, navigation. Et la dernière chose qui est importante, c'est la notion de réalité augmentée. Alors, quelle est l'idée de la réalité augmentée? C'est de superposer à votre espace perspective des informations supplémentaires. Hein. Et ici, par exemple, vous allez être en voiture et vous allez avoir sur votre pare-brise, ou même sur vos lunettes, des éléments d'information qui vont vous donner des indications sur la route, etc. Mais ça peut être aussi à l'intérieur d'un musée où vous pouvez avoir des descriptions, ou dans la ville, hein, vous allez avoir des informations historiques, etc. Donc ça, c'est en train de se développer. Je pense que ça va certainement prendre beaucoup d'ampleur. Et vous voyez bien que on retrouve un tout petit peu les mêmes aspects techniques, en particulier tout ce qui est relatif à la navigation. C'est-à-dire que si vous vous promenez dans la ville, il faut qu'on sache exactement où vous êtes, puis dans quel sens vous orientez votre regard pour superposer à votre champ de vision les éléments d'information qui peuvent vous aider. Donc là, il y a tout un tas de dispositifs technologiques qui ont donné naissance à ce qu'on a appelé les Google Glass, hein, et puis qui se sont arrêtés, et qui ensuite, bien sûr, aujourd'hui font l'objet, hein, il y a de nouveaux dispositifs comme cela, hein, comme toujours avec la technologie, hein, c'est cyclique, hein, c'est-à-dire qu'on annonce quelque chose, tout le monde s'enthousiasme, puis après on nous explique que c'est affreux, hein, et là les Google Glass, on a dit c'est terrible, etc. On oublie, puis ensuite ça ressort. Hein. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, par exemple, les Palm Computer, hein, au début, hein, le Newton, Apple avait fait le Newton, et ça a été un four. Ensuite, il y a eu les petits Palm Computer avec un stylet, puis ensuite ça s'est arrêté, puis ensuite il y a eu les iPads. Bon, maintenant ça marche bien, les iPads. Mais donc, il faut bien comprendre ce caractère cyclique de la technologie. C'est pas parce que quelque chose dont on vous a parlé il y a un certain nombre d'années s'est effondré que ça va pas ressurgir à un moment donné. Et sur donc les réalités virtuelles, donc 85, hein, il y a eu un enthousiasme, puis ensuite une baisse. Ensuite, il y a eu les mondes virtuels en 2000, et puis ensuite on a oublié. Et puis maintenant, il y a eu le métavers en 2021. Donc avec Zuckerberg. Puis là, je pense que ça va un peu s'arrêter, mais ça va peut-être renaître, hein, dans quelques années. Et en même temps, même si ce projet technologique très ambitieux disparaît, vous avez des utilisations de ces technologies qui sont extrêmement répandues. Et j'ai évoqué tout à l'heure, hein, l'utilisation pour faire de la simulation, pour entraîner par exemple des pilotes d'avion, hein, ou des chirurgiens par exemple, etc. Hein. Ce sont ces réalités virtuelles qui sont importantes. Alors, je vais maintenant parler d'IA et de d'IA générative. Alors, l'intelligence artificielle, je suppose que vous savez tous ce que c'est que l'intelligence artificielle. Je rappelle un peu. Hein, donc, c'est une discipline scientifique qui est née en 1956. C'est une école d'été. Vous voyez ici, c'est une plaque commémorative qui a été apposée sur le bâtiment où s'est tenue la première école où on a parlé d'intelligence artificielle. Cette école, elle avait été lancée par 4 chercheurs. Le premier, John McCarthy, c'est lui qui a donné le nom à la discipline, le voici, hein, mathématicien tout à fait extraordinaire. Je n'ai pas le temps, bien sûr, de rappeler tout ce qu'il a fait, mais il a une fécondité incroyable. Et le dernier, peut-être, alors j'imagine quand même que parmi vous, beaucoup d'entre vous se souviennent de son nom quand même, Claude Shannon. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé, j'ai travaillé, j'ai fait un système expert en géologie, c'était avec Schlumberger, et on parlait du théorème. C'est un peu comme on parle du philosophe, tout le monde sait que c'est Aristote. Le théorème, on sait que c'est le théorème d'échantillonnage de Shannon. Ça vous dit quelque chose? Ouais, quand même. Voilà. Donc voilà, c'était pas n'importe qui. Puis les autres, bien sûr, hein, sont aussi très connus. Hein. Là, c'était le directeur scientifique d'IBM, et puis Marvin Minsky. Et donc, qu'est-ce que c'est, hein? L'idée, c'est une discipline de recherche. C'est important parce que ici, vous êtes tous des anciens du séminaire, vous savez ce que c'est que la recherche. Hein. C'est vraiment discipline de recherche. Le but, c'est de mieux comprendre la science. Ouais, Raphaël, tu as une place ici. C'est de mieux comprendre l'intelligence, vous voyez, en la simulant. Vous voyez, c'est tous les aspects de l'apprentissage et toutes les autres caractéristiques de l'intelligence peuvent en principe être décrites de façon si précise
qu'on peut construire une machine. Alors, eux, ils pensaient aux ordinateurs, mais c'était tout nouveau, les ordinateurs. Le premier ordinateur, c'est 46, donc c'est vraiment... ça vient de sortir. Et voilà, donc, vous voyez, c'est une conjecture, et j'insiste, vous voyez, c'est l'idée, quand on fait de la science, c'est un horizon épistémologique. On suppose que tout peut être simulé. Ça ne veut pas dire qu'on sait que tout va être simulé. C'est de même quand Galilée dit « la nature s'écrit en langage mathématique », il n'est pas certain que tout ça, c'est des maths, mais il dit c'est une hypothèse de travail qui est extrêmement féconde. Mais c'est exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. Alors, quelles sont ces facultés cognitives? C'est la perception, le raisonnement, la mémoire, l'apprentissage, la communication, l'action, etc. Tout ça, ce sont nos facultés mentales. Et l'idée de l'intelligence artificielle, disons, le principe, c'est qu'on va pouvoir simuler toutes ces facultés mentales avec des ordinateurs. Alors, je ne rentre pas dans le détail, parce que le but n'est pas de rappeler... Enfin, c'était simplement pour préciser les choses. Mais ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, dès le début, c'est d'utiliser les ordinateurs, non seulement pour reproduire nos facultés cognitives un peu passives, comme percevoir, mais aussi pour générer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On voulait générer de la musique. Alors, oui, c'est très ancien. On a dit l'intelligence artificielle, ça naît en 1956. Et dès 1957, vous avez en France un musicien qui s'appelle Pierre Barbeau, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, qui a commencé à utiliser les premiers ordinateurs pour essayer de générer de la musique. Et aux États-Unis, l'année d'après, je crois, vous avez quelqu'un qui s'appelait Leigh Hiller, qui fait la même chose. Alors les Américains, ils ne se souviennent que des Américains, mais bon, quand même, en France, on peut se souvenir un peu aussi des Français. C'est un peu insupportable aujourd'hui, parce qu'il n'y a que des noms américains, comme si le reste du monde n'avait jamais existé, le RAW, le rest of the world, mais bon, je crois que c'est important. Et puis, là, je voudrais citer, dans un autre domaine, c'est le domaine artistique, il y a eu un certain nombre de tentatives partout, mais une dame, peut-être que certains d'entre vous l'ont connue, Vera Molnar. Quelqu'un, non? Alors, il se trouve que, quand j'ai commencé, mon patron de thèse était chimiste, puis ensuite il s'était intéressé à l'informatique parce qu'il voulait faire de la sculpture sur ordinateur. Et ensuite, il a fait de l'intelligence artificielle, etc. Et j'étais jeune thésard, et il m'a dit, écoute, tu peux me rendre un service? Il fallait que j'aille amener quelque chose à une dame, et c'était Vera Molnar. Donc, j'avais entendu parler d'elle par son mari, François Molnar, qui parlait beaucoup qui faisait un peu de la théorie, qui était un philosophe sur le numérique. Et il se trouve qu'il y a... et elle faisait des choses très très intéressantes. Je vais vous montrer quelques-uns de ces tableaux ici. Vous voyez, c'est du point de vue artistique, c'est quand même vraiment original. Et c'est une artiste d'origine hongroise qui est venue à Paris assez tôt, dans les années 50. Et en décembre, j'ai fait une conférence dans un lieu qui était organisé par l'atelier Carmonde, et il y avait une exposition de Vera Molnar. Du coup, ça m'a rappelé quand même, c'était émouvant. Et donc, on m'a dit, elle a 99 ans. Malheureusement, elle est décédée quelques semaines plus tard. Donc, mais c'est une très grande artiste. Mais voilà, simplement pour dire, l'intelligence artificielle générative, ça n'est pas neuf. Alors, qu'est-ce qui est neuf? Ce qui est neuf, c'est que, dernièrement, on a à faire des prouesses extraordinaires. Voilà. Donc, j'ai dit, l'intelligence artificielle, ça vous permet de reproduire toutes les facultés cognitives. Il y a une technologie qui est plus ancienne que l'intelligence artificielle, mais qui a joué un rôle extrêmement important, c'est la technologie des réseaux de neurones formels. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit, ça commence en 1943, vous voyez, j'ai dit le premier ordinateur électronique, c'est 1946, donc c'est bien avant. C'est un jeune mathématicien, Walter Pitts, avec un neurobiologiste un peu plus confirmé, Warren McCulloch, qui essaye de faire un modèle de ce qu'on savait à l'époque des cellules nerveuses. On savait depuis la fin du 19e, avec Camillo Golgi, entre autres, que dans notre tissu cérébral, il y a des cellules, et puis il y a avec un très long, des cellules un peu bizarres, avec un noyau central, puis un très long filament, et puis ces filaments se terminent par des petits noyaux qui sont en contact avec d'autres cellules. Alors ça a été simulé avec des automates. C'est même pas des ordinateurs, ça correspond à des relais téléphoniques au départ. Donc vous avez des entrées, vous voyez, les connexions, elles sont affectées d'un poids, et puis ensuite on prend la somme de ces connexions, et bien sûr ça peut faire basculer l'automate de l'état 0 à l'état 1, et la sortie dépend de l'état de l'automate. Et ce que démontrent McCulloch et Pitts, c'est que si on organise ces cellules en 3 couches,
avec 2 couches de connexion qui sont pondérées, et bien si on adapte correctement les poids de connexion, on est capable de reproduire n'importe quelle fonction logique. Ça enthousiasme parce que ça établit un pont entre ce qu'on connaissait des neurosciences, l'ingénierie et la logique. La logique sont les lois de la pensée. Bon, il y a beaucoup de réunions autour de ça, puis on se rend compte que c'est quand même très difficile. Bon, on se casse les dents. Et surtout, l'une des questions, c'est comment établir les poids. Et pour ça, très tôt, avec les premiers ordinateurs, donc quelques années plus tard, des scientifiques se disent on va donner des exemples d'entrée et des exemples de sortie, et on va construire automatiquement les poids. Ça s'appelle l'apprentissage, et ça correspond à l'idée qu'on se faisait de l'apprentissage, parce qu'on savait que les connexions entre les cellules, elles étaient plastiques. Et donc, on a essayé de modéliser ça, on n'y est pas arrivé. À la fin des années 50, un scientifique, Rosenblatt, fait un modèle en 2 couches. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, si on a juste 2 couches, on a un algorithme qui permet d'adapter les poids. Le problème, c'est que vous voyez, ici, on a montré que c'était universel avec 3 couches, et avec 2 couches, ça ne rend pas grand-chose. Et surtout, il y a très peu de fonctions qu'on peut modéliser avec 2 couches. Et c'est ce qui est démontré à la fin des années 60 par Marvin Minsky. Et donc, on arrête d'utiliser les réseaux de neurones formels jusqu'au milieu des années 80. Et là, il y a quelques chercheurs qui s'acharnent et ils généralisent l'algorithme du perceptron. C'est ce qu'on appelle le perceptron multicouche, ou la rétropropagation de gradients. Je ne rentre pas dans le détail, mais ça permet de généraliser, donc d'avoir un algorithme d'apprentissage sur des perceptrons à plusieurs couches. Mais à l'époque, les ordinateurs sont encore assez poussifs, et donc on n'arrive pas vraiment à avoir de très bonnes performances. Et à partir du milieu des années 90, plus personne n'utilise des réseaux de neurones, parce que c'est un peu trop lent, que les performances ne sont pas très bonnes, et on a d'autres techniques qui se développent, et qui sont fondées mathématiquement sur les théories statistiques de l'apprentissage ou les théories de l'apprenabilité, et en particulier ce qu'on appelle les SVM, les supports vector machines, ou les machines à noyaux, etc. Donc tout le monde s'arrête de travailler là-dessus, sauf effectivement un Breton, Yann Lequin, qui était, donc comme on le sait, les Bretons ont la tête dure, il s'est acharné. Il était au Bell Labs, et tout le monde se moquait un peu de lui, et lui, il disait, 2 couches, ça marche pas, 3 couches, mais il avait décidé de le faire sur beaucoup de couches. Alors, il y a des couches, d'ailleurs, il figeait les poids, c'est ce qu'il appelait les réseaux convolutionnels, parce qu'il y avait certaines couches qui correspondaient à des convolutions. Alors, je ne rentre pas dans le détail, parce que, certainement, beaucoup d'entre vous ont travaillé sur ces opérateurs de convolution. En fait, c'est-à-dire qu'on reproduit une convolution simplement en fixant les poids des neurones. Et à partir de 2010-2011, il développe ça. Et dans des concours, on confronte les performances des systèmes entre eux. Et il se trouve que là où les taux d'erreur étaient de l'ordre de 20%, il présente ses résultats et il y a des taux d'erreur de 10%. Tout le monde regarde. L'année d'après, il y a 3 équipes qui reprennent les mêmes techniques et même chose. 2 ans après, tout le monde utilise ces mêmes techniques et ça a été l'essor de l'apprentissage profond, vous voyez, à partir des années 2013 à peu près. Alors, ces techniques d'apprentissage profond ont été utilisées, vous vous souvenez peut-être du jeu de Go, AlphaGo, qu'il a emporté sur l'un des meilleurs joueurs au jeu de Go. Et ensuite, ça a été utilisé, entre autres, dans beaucoup d'applications, mais à partir de 2017, la société Google s'est dit qu'elle pourrait utiliser ça pour essayer d'extraire l'esprit de la langue. Alors, quelle est l'idée ? C'est de faire, comme on a des puissances de calcul considérables, d'utiliser ces gros réseaux, mais pas pour faire de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire, oui, l'apprentissage supervisé, c'est ce qu'on a ici. Vous donnez ici une entrée, puis vous donnez la sortie, et vous voulez essayer d'adapter les poids de connexion pour que pour l'entrée, on retrouve la sortie. Alors ça, c'est bien, mais sauf qu'il faut avoir un professeur qui indique quelle est la sortie. Et malheureusement, c'est très difficile. Oui, par exemple, si on a des machines qui détectent, qui aident les dermatologues, on prend des photos de grains de beauté, et l'idée, c'est que des dermatologues les étiquettent, ils disent cette photo correspond à un grain de beauté malin, à un cancer potentiel, cette autre à un grain de beauté bénin. Et ensuite, la machine va être capable, sur une nouvelle photo, de nous répondre comme un dermatologue, disant malin ou bénin, et on a des performances extraordinaires. Mais pour faire ça, il faut qu'on ait eu un dermatologue qui ait étiqueté ces images. Alors,
bon, dans le cas des grains de beauté, il y a 125 000 grains de beauté. Bon, c'est long, hein, vous imaginez le temps que ça prend. Hein. Alors là, l'idée, c'est de se dire, non, on ne va pas faire ça, mais on va faire essayer de concentrer. Donc on va prendre des phrases en entrée, et puis on voudrait essayer de concentrer ici, d'adapter le poids de connexion pour retrouver la même phrase en sortie. Ou presque la même phrase en sortie. Donc c'est de l'autocodage. Et à partir de ça, on construit des modèles de langue. Alors, une chercheuse américaine a appelé ça des perroquets stochastiques. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont enregistrer la langue, hein, mais simplement en se fondant sur des probabilités. Et donc, ça, oui, c'est les premiers modèles. Donc alors, il faut une architecture pour que ce soit efficace, parce qu'il faut faire ça sur de très très gros corpus. Et cette architecture, elle est construite sur une notion qu'on appelait les transformers. Je ne rentre pas dans le détail, c'est un tout petit peu complexe et peu importe. Mais ce qui importe, c'est qu'il y a un T à transformer. Et ensuite, vous voyez, on a utilisé ce T dans beaucoup de modèles de langage qui étaient fondés sur l'utilisation de transformers. Alors donc vous avez BERT, qui veut dire, je ne me souviens plus quoi, bidirectional, etc., peu importe. Mais le T, c'est transformer. Et puis GPT, c'est la même chose. C'est le T, c'est transformer. Et alors, donc l'idée, on fait un modèle de langage qu'on va utiliser pour mettre facilement en œuvre des techniques de traitement du langage naturel, les systèmes questions-réponses, la génération de textes, etc. Et ensuite, on va l'entraîner sur des très gros textes, l'équivalent de centaines de milliers de livres. Et bien sûr, on a des réseaux de neurones avec des centaines de milliards de connexions, des centaines de milliers de milliards de connexions. C'est vertigineux. Et bien sûr, les résultats sont impressionnants. Hein, c'est au cœur de systèmes de génération de texte que vous avez tous testé avec ChatGPT. Je n'insiste pas là-dessus, hein, mais simplement pour que vous voyez un peu ce qu'il y a derrière. Alors, on a eu une autre utilisation, alors un tout petit peu plus antérieure, ce qu'on appelle les GAN, Generative Adversarial Networks en anglais, hein, en français, hein, ce sont les réseaux antagonistes génératifs. Alors, quel est le principe? C'est que vous avez deux réseaux de neurones, l'un qu'on appelle le discriminateur et l'autre le générateur. Alors, comment ça marche? Le discriminateur, on se donne des images et on voudrait les classifier. Par exemple, vous donnez des tableaux de Picasso et des tableaux qui ne sont pas des tableaux de Picasso. Et vous voudriez trouver quelque chose qui caractérise les tableaux de Picasso. Alors, une fois que vous avez fait ça, eh bien, qu'est-ce que vous voulez faire? Ici, vous engendrez aléatoirement une image et puis vous la testez. Est-ce qu'elle est bien testée comme Picasso ou non Picasso? Et alors, si c'est quelque chose en fonction du résultat, ben, vous allez modifier par apprentissage le générateur. Donc ici, par exemple, j'ai pris un exemple qui est cité, que je trouve assez cocasse parce qu'il est absurde. Hein, vous donnez des célébrités. Et puis vous discriminez des célébrités de non-célébrités. Et puis une fois que vous avez fait ça, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous avez votre générateur, il va générer des tableaux. Et puis si ces tableaux sont classifiés comme des célébrités, il dit que c'est bien, sinon il modifie le générateur. Et donc vous allez fabriquer des fausses célébrités. Alors, je ne sais pas si célébrité, c'est un concept aberrant, hein, mais peu importe, hein, mais c'est pour donner un peu une idée du principe. Alors, pourquoi l'IA générative est importante? Parce que, je vous ai dit, dans le cas du métavers, il faut générer des images, générer des bandes-sons, générer des vidéos. Et bien, tout ça, on va pouvoir le faire avec ces technologies. Vous voyez ici, c'est une merveilleuse image générée automatiquement. Donc avec les GAN. Et puis on peut aussi générer des textes. Et en générant des textes, eh bien, on peut avoir des dialogues avec des avatars ici. Et on peut, en particulier, si on veut avoir un représentant de soi-même dans le monde virtuel, eh bien, à partir de ces écrits, on peut essayer d'avoir une machine qui extrait l'essence de votre personnalité et qui réponde comme si vous étiez là. Bon. Voilà. Alors, je voudrais maintenant parler des perspectives, hein, et puis après je vais donner la parole à Raphaël. Hein. Donc, perspective économique. Donc, on nous a parlé de marché de 1000 milliards de dollars. Je ne sais pas d'ailleurs d'où venaient ces chiffres, hein, mais alors, ça ressemble, hein, moi, vous savez, donc je vous ai dit, ça fait longtemps que je fais de l'intelligence artificielle. Quand j'ai commencé, hein, il y avait aussi des chiffres vertigineux. Hein, alors c'était peut-être un tout petit peu moins avec les systèmes experts, mais il y avait les formes des courbes étaient les mêmes. Hein, c'était toujours des courbes exponentielles, hein, pour les marchés. Alors, on vous dit donc, on va payer en Bitcoin. Alors, on utilise donc les crypto-monnaies et on nous explique que
effectivement, le métavers, ce sont nécessairement les crypto-monnaies. J'ai jamais très bien compris pourquoi c'était indispensable, mais Raphaël, tu vas nous expliquer ça. Oui, j'ai hésité à vous en parler, puis après je me suis dit non, ça fera trop pour que j'essaie de rappeler ce que sont les crypto-monnaies. En tout cas, qu'est-ce que c'est, dit en deux mots, hein, c'est que la crypto-monnaie est une monnaie qui est fondée sur l'utilisation des techniques de cryptographie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une monnaie classique, sa valeur est déterminée par un hôtel des monnaies, par une autorité qui va établir les parités avec les autres monnaies. Et vous vous souvenez, hein, en France, par exemple, quand il y avait le franc, hein, le gouvernement procédait à des dévaluations sauvages. Hein, c'était, pour les gens les plus âgés, hein, ça rappelle des souvenirs. Et là, l'idée, c'est qu'il n'y a plus de personne qui prend la décision, mais ça se fait automatiquement en fonction des lois sur le marché. Et donc, pour ça, bien sûr, hein, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de tricheurs. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise les techniques de cryptographie. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, parce qu'en plus, c'est une histoire extraordinaire qui est derrière, mais j'ai pas le temps. Alors, ensuite, on vous dit, il y a des terrains qui vont se vendre. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, avec je sais pas si vous vous souvenez, avec le Second Life, on nous disait la même chose. Hein, il va y avoir des terrains, on va acheter des bureaux. Là, on vous dit la même chose, il y a des terrains. Alors voilà, donc on vous donne 90 601 terrains de 256 mètres carrés chacun. Alors, donc c'est drôle d'ailleurs, un terrain de 256 mètres carrés. Dans l'espace virtuel, on ne sait pas trop ce que c'est, hein, le mètre carré virtuel. Hein, Mais alors, le prix d'un terrain au 22 février 2022, hein, bon, c'est intéressant parce qu'il n'y a que des deux, hein, le 22 février 2022, donc, ben, c'était 4 TH, c'était 12 500 $, voilà, pour un terrain. Ça a peut-être dû baisser, je crois. Hein. Alors, est-ce que c'est cher, 12 500 $ pour un terrain ? Pour 256 mètres carrés, c'est pas très cher. Hein. Mais quand même, ça dépend où vous êtes. Si c'est virtuel, c'est un peu embêtant. Alors, perspective politique derrière, donc, et ça va être la question qui a été posée tout à l'heure, il existe déjà des métavers, c'est-à-dire des dispositifs de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Et je pense que Raphaël va nous présenter des métavers. Hein. Mais la question politique, c'est, y aura-t-il des passerelles entre tous ces métavers ? Première question. Et puis deuxième question, est-ce qu'ils vont fusionner dans un seul métavers ? Un méta-métavers ? Et puis, qui régnera sur ce grand métavers ? Est-ce que ce sera le maître du monde ? Voilà. Donc toutes ces questions, bien sûr, méritent de faire l'objet de discussions. Voilà. Je ne sais pas si vous reconnaissez ici. Ensuite, des perspectives légales. Alors, il y a un ouvrage qui a joué un rôle extrêmement important dans le numérique, écrit par un constitutionnaliste américain, Lawrence Lessig, Code is Law. Vous avez vu ce texte, non ? Alors, le titre est intéressant parce que ça veut dire le code est la loi, mais le code, ça a un double sens, c'est-à-dire ça fait référence au code civil, mais bien sûr, le code, c'est aussi l'activité de programmation. Et ce qu'il veut dire par là, il dit, c'est qu'avec le numérique, tout est dans le code. Et donc, si on veut changer la loi, il suffit de changer le code. Et alors, il y a une histoire que j'ai trouvée merveilleuse, que j'ai recitée parce qu'elle est très très belle. C'est l'histoire de Martine et Damien. Ce sont deux personnages qui ont à peu près le même âge et qui auraient dû s'entendre parce qu'ils avaient à peu près le même niveau social, etc. Ils sont voisins. Et Martine, elle aime les fleurs, et en particulier les fleurs vénéneuses. Superbes fleurs blanches. Et Damien aime les pans. Et il fait un élevage de pans. Le problème, c'est que les fleurs vénéneuses de Martine sont portées par le vent, elles arrivent dans le jardin de Damien, et les pans de Damien les mangent, et il meurt. Comment faire ? Et cette histoire que certains trouveront de mauvais goût, justement, ce qu'explique Lawrence Lessig, c'est qu'on peut régler les choses simplement en changeant les règles et en faisant en sorte que les fleurs ne soient vénéneuses que pour ceux qui les ont achetées. Et comme Damien ne les a pas achetées, les pans de Damien ne seront pas vulnérables à ça. Alors, où ça marche ? Ça ne peut pas marcher dans notre monde, bien sûr. Mais dans le monde virtuel, pourquoi pas ? C'est pour vous dire...
là, je crois qu'il y a des manifs, je ne sais pas pourquoi, hein, mais entre autres, il y a des manifs d'agriculteurs. Et pourquoi? C'est parce que vous voyez bien qu'on est dans un monde de réglementation. Et ce qui nous montre, c'est que dans ce monde du numérique, tout peut être l'objet de réglementation. On est vraiment dans cet univers moderne. Alors avec les agriculteurs, ça ne se passe pas très bien parce qu'ils ne sont pas contents de toutes ces réglementations qui existent, mais peu importe. Alors, donc, la question, c'est les lois du métavers. Alors, qu'est-ce qu'elles sont? Je vous ai parlé de Snow Crash, qui est un peu l'origine du métavers. Alors, pas des mondes virtuels, mais du métavers. Et dans ce monde, il y a un certain nombre de règles. Hein. On peut traverser les corps dans la foule. Pourquoi ça pose un problème de traverser un corps virtuel? D'accord? Il n'y a pas de double présence. Il y a une règle quand même importante. On ne peut pas être simultanément à deux endroits du métavers. Pourquoi? Parce que Neil Stephenson a trouvé que c'était mieux comme ça. Ensuite, troisième chose, après la mort sur le métavers, on peut revivre, mais quand même après un temps de latence. C'est-à-dire qu'on vit deux fois, mais il faut marquer quand même un petit... Et puis on peut être... Les corps morts sont évacués immédiatement, ils ne pourrissent pas sur le métavers. Pourquoi? Bien sûr, on peut changer les règles. Alors la question, bien sûr, c'est les perspectives éthiques. Est-ce qu'on va adopter les mêmes règles que celles-là sur le métavers? Donc, question éthique classique. Bon, est-ce qu'on va confondre la réalité et le virtuel? Bon, est-ce que c'est vrai? C'est une grande question parce que moi, je me souviens, Michel Serres, on avait travaillé sur un dictionnaire des sciences et à l'époque, il disait c'est terrible parce qu'un enfant, si on compte le nombre de morts qu'il a vu à la télé arriver à l'âge de 12 ans, c'est vraiment effroyable. Hein. Alors, est-ce que ces morts qu'il a vus vont l'inciter à prendre un pistolet et à les tuer? Au contraire, hein, est-ce que ça aura un rôle cathartique? Oui, c'est une question très, 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 très ancienne. Hein. Je ne répondrai pas là-dessus. Interaction entre les humains et leurs jumeaux numériques, hein, qu'est-ce que ça peut provoquer? Est-ce que, avec ces univers seconds, hein, il y a des manipulations du comportement, des formes de paternalisme, etc. Hein, la question de la transparence, hein, est-ce qu'on peut passer à travers les corps, les données personnelles, hein, ici. Puis d'autres questions. Hein. Alors, est-ce qu'on peut tuer, par exemple? Puisque c'est pour rire. Hein, ben oui, je ne réponds pas à cette question, je regarde bien. Alors, est-ce qu'on ne peut pas détruire? Voilà, on peut détruire ou pas, hein. Oui, c'est l'histoire de Damien, donc tout d'un coup. Hein, parce que, quand même, Damien a passé du temps à élever ses pans, et bon, le fait que les fleurs vénéneuses de Martine les tuent, c'est quelque chose d'embêtant. Est-ce qu'on peut harceler? Alors, justement, il y a eu des règles, hein, ici, sur le métavers. On a dit on n'a pas le droit d'harceler une personne. On n'a pas le droit d'aller trop près. Hein, on ne peut pas enlever les jupes des filles sur le métavers. Bon. C'est vraiment pas bien, ça. Vous êtes d'accord? Je vous ai parlé du monde Mirror World, et ce que dit Zuckerberg, parce qu'avant de s'intéresser au métavers, il avait écrit un article, c'était en 2019, où il disait que ça le fascinait, le monde miroir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a développé le métavers. Et il a dit justement, on pourrait regarder à l'intérieur des maisons, regarder dans les crânes. Il voulait développer l'imagerie cérébrale pour voir quelles sont les idées dans la tête, etc. Et moi, je m'étais dit, mais justement, ils sont assez pudibonds, hein, chez Facebook. Hein. Et je me dis, est-ce qu'on a le droit de regarder sous les jupons des filles, par exemple, hein? C'était une question, peut-être je devrais pas dire ça, mais oui, c'est parti de ces questions un peu indécentes. C'est-à-dire qu'on peut regarder dans la tête pour voir ce que les gens pensent, mais je suis sûr que si on lui disait, bon, on va déshabiller les filles, ça, il trouverait que c'est vraiment scandaleux. Hein, je ne sais pas ce qui est le plus scandaleux, au fond. Voilà. Est-ce qu'on peut être invisible? Alors ça, c'est une question. Parce que, bon, moi, c'est vrai que je suis d'une génération où on avait l'homme invisible à la télévision. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça me faisait rêver. Et je ne sais pas si vous connaissez l'anneau de Gyges. Vous ne connaissez pas l'histoire de l'anneau de Gyges? Non. C'est une très belle histoire. C'est un berger qui, tout d'un coup, voit il y a eu un tremblement de terre, et puis il voit
une espèce de grotte, il rentre dans la grotte, et puis là, il voit une espèce d'énorme statue d'airain, et il rentre dans la statue d'airain, et là, il y a quelqu'un qui est mort, il y a un chevalier, et il a une bague. Personne n'est là, il prend la bague. Et puis il sort, il va se balader, et il discute avec ses copains bergers, et là, bon, il s'ennuie un peu, il tourne la bague, et puis il se rend compte que les autres parlent comme s'il n'était pas là. Et il se rend compte, c'est l'anneau de Gyges, que quand il tourne l'anneau de Gyges, il devient invisible. Et à ce moment-là, il comprend la puissance que ça peut lui donner, et il rentre dans le château du roi. Inconnu, les gardes ne le voient pas. Il se glisse dans la chambre de la reine. Là, il se remet visible. Il séduit la reine. Ensuite, il va tuer le roi et il devient roi à la place du roi. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir un anneau magique de Gyges? Voilà, c'est une question. Et alors justement, le risque, si vous avez Zuckerberg qui est à la tête de tous les métavers, il risque de se donner un anneau de Gyges peut-être. Mais ça, c'est une autre question. Voilà. Et puis, perspective juridique avec le droit des avatars. Alors, les juristes sont vraiment... Je sais pas, bon, je sais qu'au CNRS, il y a des juristes, je vais peut-être me faire des ennemis s'il y a beaucoup de juristes parmi vous, mais... Donc, ils sont féconds, donc ils sont saisis de l'histoire, et voilà. Attendez, je sais pas, vous entendez? Alors, on va peut-être pas passer jusqu'au bout, mais parce que... Aujourd'hui, l'avatar, juridiquement, n'est pas considéré comme une personne à part entière. En revanche, on se pose la question de savoir est-ce qu'on peut quand même considérer juridiquement cet avatar comme le prolongement de la personne physique qui l'a créé, ou si à l'inverse, étant donné que les intelligences artificielles confèrent aujourd'hui une part d'autonomie à cet avatar, est-ce qu'on doit le considérer comme une entité distincte de la personne qui l'a créé? Les droits fondamentaux avec... Je vous vois dubitatif. Je le suis aussi, ça me fait rigoler, moi. Mais je trouve que c'est intéressant de voir ça un tout petit peu en conclusion. À pouvoir s'appliquer dans le métaverse. Néanmoins, là où il y a un vrai sujet, et des vraies zones grises, c'est sur, par exemple, les données personnelles, où aujourd'hui, il y a des nouvelles données... Je ne vais pas aller peut-être jusqu'au bout, mais c'est juste pour que ça donne une idée des perspectives. Puis les questions énergétiques, alors là, en revanche, la consommation, la blockchain que j'ai évoquée, la consommation, si on étendait la blockchain, le bitcoin à une masse monétaire équivalente à celle du dollar, ce serait une consommation énergétique d'un pays comme la France pour la blockchain. Stockage des données, 20% de la consommation ici, apprentissage et IA générative, etc. Tout ça, ça coûte très cher. Et l'évolution, aujourd'hui, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre, le numérique, ce qui n'est pas beaucoup. Mais ce qu'on sait, c'est que la loi de Moore fait qu'on a augmenté la puissance de calcul, mais en ayant... Parce que comme on diminuait la taille des composants, la déperdition énergétique a diminué considérablement, donc en fait à énergie constante. Mais aujourd'hui, on sait que la loi de Moore est arrivée à un terme, et donc certainement, dans les années à venir, si on continue, on va avoir des processeurs parallèles avec énormément de puces, et donc certainement la consommation va beaucoup augmenter. Et donc voilà, on pense qu'aujourd'hui c'est 10 à 15% de la consommation électrique, pas de la consommation totale, mais ça pourrait passer à 15% d'ici 2030 et peut-être à plus. Donc ça fait partie des questions. Alors je voudrais terminer ici, utopie ou dystopie. Donc vous savez ce que c'est qu'une utopie, c'est une vieille idée. Ici c'est l'utopie de Platon dans ce territoire englouti. Pardon ? L'Atlantide, voilà, c'est ça. Et ça c'est mort, l'utopie de mort. Donc c'est un pays imaginaire, idéal, parfait, mais irréel. Donc ça veut dire négation, et topo, c'est-à-dire sans lieu. Et le métavers, c'est quand même bizarre, parce que c'est... Métavers, oui, en plus j'ai mis un E là. Et réel, excusez-moi, j'ai fait plein de fautes d'orthographe. Mais c'est réel, donc... Vous voyez, ce qui est bizarre, c'est que le métavers, c'est réel, puis c'est réalisé. Mais en même temps, il n'y a pas de lieu. Donc c'est une utopie, mais une utopie au sens propre, mais en même temps une utopie réalisée. Contrairement à Utopia, l'île de mort, qui est
un monde réel, mais donc voilà. Donc c'est assez intéressant hein, de ce point de vue-là. Et donc pour conclure, qu'est-ce que c'est que le métavers? Ben, c'est bizarre parce que c'est plus une dystopie, une contre-utopie, hein, ça veut dire de 10 mal formés. Et dans les romans de science-fiction, la simulation et le métavers sont vus comme des dystopies. Hein. Par exemple, ici, dans Simulation de Croix, le monde simulé sera expérimenté. Excusez-moi, j'ai fait plein de fautes d'orthographe. Excusez-moi, j'étais... sera expérimenté, mais le héros réalise que le monde lui-même est une simulation soumise à l'arbitraire des manipulateurs. Et puis surtout, hein, dans Snow Crash, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a affaire à un monde détestable, on vit dans des appartements minuscules, et le héros livre des pizzas, hein, il risque sa vie, et il s'échappe justement à l'intérieur du métavers. Et donc c'est très curieux, hein, je voudrais conclure là-dessus, qu'on nous a vendu il y a quelques années comme étant la pointe de la technologie, quelque chose qui est une dystopie absolument extraordinaire. Hein, et ça voilà, c'est la question finale.